Tiens, salut toi. Tu m'avais manqué, petite ligne blanche. Pas que ça fasse super longtemps, mais je sais pas quand est-ce que je te reverrai. Ah, t'inquiète pas, je vais bien. Ce n'est pas mon dernier ride. Mais disons que les longs formats, les maxi road trip, vont sûrement marquer une petite pause. Alors avant ça, j'avais envie de retourner dans les Alpes. L'objectif ? Enfin découvrir une merveille pour certains motards, un parc d'attractions un peu survendu pour d'autres. Mais c'est comme le dernier blockbuster au cinéma. Que tu l'aimes ou pas, t'en as forcément entendu parler. Et la seule manière de te faire une opinion, c'est encore d'aller voir par toi-même. Alors cette fois, on part à l'assaut de la légendaire Route des Grandes Alpes. Si tu ne sais pas ce que c'est que la Route des Grandes Alpes, que j'appellerai RGA à partir de maintenant, c'est un tracé mythique. Il relie Thonon, sur les berges du lac Léman, à Menton, près de Nice, en enchaînant certains des plus beaux cols alpins. La route trouve ses origines au XIXe siècle, avec une ambition simple, créer la plus belle route de montagne du monde. Rien que ça. Mais tu me connais, j'aime pas faire comme tout le monde, alors... Cette année, le road trip, il a commencé là-haut. Et là-haut, c'est le col de Roussé, dans le Vercors. C'est pas la première fois que je le prends, mais c'est quand même la première fois que je le prends sous la pluie. Sauf que le col de Roussé ne fait pas partie de la RGA. Ouais, car nous, on va la prendre à contresens, du sud vers le nord. Et évidemment, hors de question de rejoindre Menton par le plus court chemin. On a donc descendu le col de Roussé, non sans pester sur quelques fêlés du casque se croyant sur un circuit. Quelle hypocrisie. Il y a 10 ans, c'était moi, le fêlé du bocal. Bref, en l'absence des vautours, on ne s'est pas attardé plus que ça. Ce col, c'était un échauffement, une mise en bouche. Tout au plus un petit apéritif pour caler une dent creuse. Mais il a l'immense avantage d'être aux portes du Diois, une région que j'adore pour me balader en trail. Car oui, je t'en ai pas encore parlé, mais Brice a enfin changé de moto. Exit la Street Twin, place à la Tiger 900 GT Pro. On se demande bien d'où il tire son inspiration. Le Diois, on s'y est promené comme on flâne en ville un soir d'été. On lève le nez, on regarde autour, et on profite juste d'être là. Il fait bon, c'est agréable, et franchement, il n'y a pas besoin de plus. On a emprunté la route de la Clairette, la spécialité locale, jusqu'à Saint-Nazaire-le-Désert. Et du coup, on vient d'atteindre Saint-Nazaire-le-Désert et je pense qu'on va aller poser le bivouac pas très loin d'ici. On n'a pas fait beaucoup de route aujourd'hui, enfin en vrai on a fait beaucoup de trajets utilitaires jusqu'au Vercors. On n'est pas spécialement fatigué, il n'est pas spécialement tard, mais j'ai repéré un petit truc qui a l'air assez sympa. Je vous en dis plus là-bas ? On verra ce que ça donne. Bon, si la route pour aller sur ce spot était vraiment chouette, il s'avère que l'emplacement, lui... Attention, c'est ce qu'on peut poser 2 tentes là, en laissant le passage, parce que c'est une route forestière. Là, ça va être en pente, quoi, ça va être chiant. Allez, on va trouver autre chose. Dommage. L'endroit était vraiment cool malgré la bruine. Tant pis. La deuxième tentative, au flair, sera la bonne. Petite prairie champêtre, rivière accueillante. Ça ira parfaitement. À la fraîche, même si on n'avait pas spécialement besoin. Enfin si, là j'ai chaud, mais je pense que dans la nuit, les températures vont bien baisser à côté de la rivière. Une fois de plus, on dormira avec le glouglou. Moi j'adore, il y en a à qui ça donne envie de pisser, moi j'adore ça. T'adores ça toi ou ça te donne envie de pisser ? Ah, il adore ça. Là il est en train de boire, donc il peut pas parler. Mais j'ai un dictionnaire de traduction brise comme un des mortels. Oh, j'espère juste qu'on va pas se faire jarter, parce qu'on est un peu dans un champ, mais en vrai, c'est plutôt une prairie. Il n'y a pas de clôture, rien du tout, il n'y a pas d'indication. Donc à mon avis, on a le droit, on est arrivé par la piste qui est là-bas. Et puis voilà. Et en prime, au moment de dormir, on a eu droit à une surprise
extraordinaire. On est tranquille dans les tentes depuis quelques minutes. Et je pense que vous ne l'entendrez pas via GoPro, mais on entend le brame du cerf. On n'est pas très loin d'un cours d'eau, dans une prairie, et je pense qu'ils sont dans les prairies, pas très très loin. C'est une sacrée expérience. J'avais encore jamais entendu, c'est la première fois, malgré de nombreuses tentatives, c'est la première fois que j'entends le brame du cerf. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est une belle chose. Lie awake in the morning with a light upon her skin. Premier réveil à la fraîche. En même temps près d'un cours d'eau, c'est pas déconnant. Par contre, la bonne surprise du matin, c'est ça. Le grand ciel bleu. Allez, on va ranger tout le bordel. Et puis on va se mettre en route pour notre première destination, le petit-déj. Partir au soleil ne sera que la première bonne surprise de cette matinée. Parce qu'au terme d'une route idéale au-dessus de l'Aigbel, on tombera sur Loul, le propriétaire d'un café éponyme à la mode Chalancon. Loul, c'est un sacré personnage. Un mec aux multiples casquettes. Mais surtout, Loul, c'est un passionné de sa région. Alors quand il te dit... Direction donc Le col de Soubéran. Col de Soubéran, tu redescends comme tu veux, soit par Bellecombe, soit par la droite là. Pointe-Sigilla, c'est encore mieux. Tu t'arrêtes au Pointe-Sigilla, c'est un petit village perché. J'adore le nom. Eh bien tu écoutes et tu appliques. Une fois les meilleurs cafés de la région dégustés, on file à la conquête des baronnies. Direction le col de Soubéran. Sur le chemin, petite mésaventure. Heureusement, seul le cache de la lentille est cassé. Il n'y aura pas de deuxième chance, mais au moins elle fonctionne toujours. Entre la route qui virole et les odeurs de pinède, on se dit qu'on a bien fait d'écouter les conseils de Loul. Alors, si tu vois cette vidéo, un grand merci à toi, et j'espère que tout roule. Parce que si la montée était déjà vraiment cool, la descente, elle, s'annonce majestueuse. À l'horizon, on devine le mont Ventoux, et là, juste là, à 2 pas, on découvre le Pointe-Sigilla. Un superbe village agrippé à la montagne de Buisseron, qui surplombe la vallée de l'Ennuyé. On serait complètement passé à côté si on avait suivi mon tracé de base. Comme quoi, on a beau prévoir des itinéraires, les cuisiner aux petits oignons, il faut toujours laisser un peu de place à l'improvisation. Toujours. Au loin, le Ventoux nous appelle. Et ça tombe bien, c'est notre prochaine étape. Mais midi approchant, on se dit qu'une table à l'ombre, ça serait pas mal. On descend donc de notre perchoir, non sans croiser 3 avions de chasse. J'espère qu'ils traquaient pas mon pauvre petit oiseau. Puis on chemine tranquillement jusqu'aux abords de Buis-les-Baronnies. Mais avant d'y arriver, on s'accorde une nouvelle pause. Il fait une chaleur à crever ici. Alors un peu d'ombre, ça ne se refuse pas. Et c'est là qu'on fait notre deuxième rencontre de la journée. Eux, ce sont Christiane et Jean-Marie, 2 Vosgiens à la retraite qui profitent eux aussi des routes de France à 2 roues, mais avec un moteur beaucoup plus petit. On a papoté presque 1 heure sans même s'en rendre compte. Résultat, on s'est mis méchamment en retard sur l'itinéraire. Mais tu sais quoi ? On s'en contrefout. Nous, on profite du paysage, on fait des détours, on rencontre des gens incroyables, et surtout, on prend le temps de manger. Une gardienne de taureau dans l'estomac, on remonte en selle direction ce satané Ventoux qui nous nargue depuis ce matin. De Buis, on passe par Entrechaux, puis Malocène, avant d'enfin entamer l'ascension du géant de Provence. Moi, c'est un endroit que je connais bien.
J'y suis passé un paquet de fois, en voiture, à moto. Alors je suis parti devant, avec un rythme que j'avais pas pris depuis un moment. Les arbres défilent à toute allure. Je dépasse les voitures comme si elles étaient à l'arrêt. La moto penche dans chaque virage sur un simple battement de cils. Les trajectoires sont instinctives, grisantes. Et les Mitas E07 s'agrippent à la route comme si leur vie en dépendait. Bordel, ce que j'adore cette machine à tout faire. Brice, de son côté, il profite. Et il a 100% raison. Rouler vite, c'est pas son truc. Les bandes de peur, il s'en cogne, et la notion de performance, ça le traverse sans le toucher. Alors il chemine tranquillement. Chaque virage est un rideau de théâtre qui s'ouvre. Chaque crête, une nouvelle scène. Mais pour le bouquet final, je ne pouvais que l'attendre. Parce que le Ventoux dévoile toute sa majestuosité quand tu atteins enfin son sommet. Et ben voilà, nous voilà au sommet du fameux Mont Ventoux. Avec une vue, ma foi, pas dégueulasse. Alors, vous le verrez sans doute pas à la caméra, mais là-bas on voit la mer. Un truc blanc tout plat là, qui rayonne un peu au soleil. Et bon, c'est la mer. On a eu de la chance, il n'y avait pas grand monde sur la route, quelques cyclistes à la fin, mais franchement c'était ok. Tout le monde s'est agglutiné là-haut pour bloquer la circulation, apparemment c'est beaucoup plus fun. Alors qu'ici on est sur un parking où il n'y a personne. Mais très très bon début de journée pour ce road trip. Et je vais de ce pas aller recueillir les impressions de Brice, qui ne connaissait absolument pas. Pour rappel, il vient de Nouvelle-Calédonie, donc bon. Alors Brice, Oui. quelles sont tes impressions? Bah, c'est joli, hein. On voit la mer, on voit de l'eau et du paysage. Il y a un côté quand même beaucoup plus vallonné que l'autre, quoi. Enfin, Ouais, beaucoup ouais plus clairement. reliefé que l'autre. Bon, on sent que de l'autre côté on descend près de la mer quoi. Mais t'inquiète pas, des virages on va encore en avoir quelques-uns. Bon, et cette montée alors? Je m'inquiète pas. Bah, elle est cool, hein. Elle est pas mal Ouais, je la trouve moins. Je sais pas si c'est parce que je suis sur la Tiger ou quoi, mais je la trouve moins violente que le premier road trip qu'on avait fait dans les Alpes. Ouais. Le Stelvio et tout. Et comme je suis un peu malicieux, je nous ai réservé la descente la plus impressionnante, celle en direction de Sault. La réalité, c'est qu'à ce moment-là, il est déjà 17h passées. Ce n'était pas une journée avec beaucoup de bornes, c'est vrai, mais franchement, quelle journée! Et après une journée fantastique comme ça, je crois qu'on a bien mérité notre petite nuit au camping. Ah oui, pas de bivouac ce soir, c'est vrai. On n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui, je crois qu'on a fait moins de 200 bornes, mais on a fait plein de rencontres super cool. Et on a vu des endroits très très bien avec des images qui j'espère vous auront plu. Donc voilà, on avait un peu la flemme de chercher de nuit un endroit où poser la tente. Donc on a vu un camping qui était littéralement sur notre itinéraire. Et on y a planté la tente là-bas. Donc voilà, comme ça demain matin on aura droit à une petite douche des familles. Et au moins on n'a pas eu besoin de tourner pendant 1 heure pour chercher quelque chose. Mais bon, demain ce sera bivouac, pas vrai Brice? Puis petite cerise sur le gâteau, il y a un restaurant italien pas loin qui a l'air... On va aller goûter ça. Et le resto italien? Effectivement, délicieux. Félicitations au chef, et bonne nuit les motards. On a le droit à un nouveau ciel bleu ce matin, et on ne va pas bouder notre plaisir.
À peine une grosse vingtaine de minutes après le départ, premier arrêt. Nous atteignions les Pénitents des Mets, ces étranges formations rocheuses que je t'ai déjà montrées dans l'épisode 1 de mon tout premier off-road trip. On a juste marqué le coup, parce que quand même, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Mais à seulement 20 minutes du départ, Brice comme moi, on avait surtout une envie, rouler. Décollage donc, direction la prochaine étape. Et chemin faisant, laisse-moi te raconter un petit secret. Ce road trip, je ne le fais pas avec n'importe qui, je le fais avec Brice. Et Brice, je te le rappelle, connaît encore assez mal l'Hexagone. Du coup, si je me régale à préparer ces roadbooks, c'est pas tant pour ce que moi je vais y découvrir, mais surtout pour ce que je peux lui faire découvrir à lui. Ça fait longtemps que je suis convaincu que la France est un pays incroyable pour la moto, ou pour les road trips en général. Les paysages sont dingues, variés, et on pourrait remplir une carte entière avec toutes ces petites merveilles cachées un peu partout. Et s'il y a bien un truc qui me file la banane, c'est de faire découvrir ces coins magiques à quelqu'un capable de s'en émerveiller autant que moi. Bref, assez divagué. Retournons à notre périple. Il y a un truc très cool en road trip qui ne se démode jamais, c'est quand tu te trompes de route et que tu tombes sur un endroit comme celui-là. Franchement, le col de Puy-Michel, c'est marqué juste là, très belle découverte, petite route sympathique au milieu de la garrigue, franchement, on point. Alors oui, on mettra 20 minutes de plus à atteindre notre destination, mais si on voulait faire une course, on serait sur un circuit, hein, au milieu des bois. Allez, je vous laisse, mon drone est de retour. Alors, j'ai réalisé quelques secondes plus tard qu'en fait, je suis déjà passé exactement par ici. Encore une fois, pendant mon off-road trip avec JB. C'est même précisément là qu'on avait rencontré les Anglais. Si tu l'avais remarqué avant que je le dise, bravo, t'es plus observateur que moi. Et plus on roule, plus on ressent le sud, la Provence. Les champs de lavande ont beau être déjà taillés pour l'automne, ça sent encore à plein nez. Mélangé aux odeurs de thym et de garrigue, c'est un bonheur pur. À force de descendre vers le sud, on atteint une nouvelle étape, le lac de Sainte-Croix. Et c'est là, dans cette petite camionnette rouge, qu'on a fait la connaissance de Noah, un Belge en pleine quête d'aventure et de liberté. Il a acheté ce van, jeté un matelas dedans et pris la route point Tour de France. Loin des clichés de la van life instagrammable, il fait ça pour lui, pour le plaisir. Et on a passé un super moment à discuter de tout et de rien. Moi j'étais ravi. Une rencontre de plus sur la route et une belle. On a quand même été étonnés de voir autant de monde ici. On est fin septembre, en pleine semaine. Et pourtant, les bateaux se bousculent sur le lac. Du coup, on laisse Noah et sa compagne et on file vers les mythiques gorges du Verdon, en espérant trouver là-haut un coin un peu plus calme pour déjeuner. Dans la montée, évidemment, on croise pas mal de monde. Des vélos, des camping-cars, mais rien de quoi ternir notre enthousiasme. La route est superbe, vertigineuse. Brice mène la danse à son rythme, tranquillement. Virage après virage après virage, on finit par atteindre l'humblement nommé Point Sublime. Alors cet endroit-là, j'y suis déjà venu plusieurs fois quand je faisais des road trips avec des potes de Grenoble. Et on était déjà venu ici genre 2-3 fois, un truc comme ça. Sauf que nous, quand on était venu, tout ça c'était pas aménagé, basiquement. C'était vraiment de la terre au milieu des arbres, chacun se garait un peu où il pouvait.
Maintenant on a la maison du Point Sublime, on a une auberge juste derrière là-bas. Tout est organisé, il y a un parking payant, le parking de l'auberge on ne peut pas s'y garer sans avoir consommé. Ça a bien changé. Je sais pas si c'est en bon ou en mauvais, je me prononcerai pas, mais ça a changé en tout cas. Bon, par contre l'endroit reste toujours aussi beau, ça y a pas débat. Et c'est là qu'on mange un sandwich bien trop cher. Ensuite, direction Castellane, puis la très jolie montée du col du Ferrier. L'objectif de ce détour par les Préalpes d'Azur, éviter Nice à tout prix. Déjà, rouler en ville, c'est pas notre délire. Et en plus, Brice garde un souvenir, disons, mitigé de son dernier passage là-bas. Alors oui, ça nous prendra plus de temps, mais franchement, entre cette route et l'agglomération niçoise, le choix est vite fait. Et toi, t'aurais fait pareil, non ? Qu'on est bien ici, à l'orée des montagnes. Ouais, et après la montagne, la mer. Elle est juste derrière nous là-bas, enfin, peut-être quelques kilomètres encore. Mais on espère bien la voir demain. Peut-être demain midi, un petit moule frite au bord de la mer, ce serait pas mal, non? Moi ça me plairait bien. Ouais, alors faut un peu d'imagination, mais je vous jure qu'on la voit. Tout à l'heure on voyait même un bateau. Non, pas là, après. Non, toujours pas après. Là il y a des montagnes, après il y a une montagne, vous voyez? Bah après la montagne là-bas, bah c'est là. Faudra me croire sur parole. Mais si l'ambiance devient de plus en plus maritime, faut bien avouer que la route, elle, se croit toujours en montagne. Et regarde un peu ce que nous annonce le GPS. Et puis, au détour d'un virage, complètement par hasard, on tombe là-dessus. Franchement, ce paysage, ça rappelle les plus épiques aventures d'Hollywood. Un monde perdu, oublié. Avec ce rayon de soleil qui vient frapper juste le sommet de la falaise. Cet endroit fantastique, c'est le pont des Glins. Ma mère a dit récemment qu'elle était très heureuse d'avoir élevé 3 fils capables de s'émouvoir d'un coucher de soleil ou d'un simple paysage. Et je sais pas toi, mais moi, ce genre d'endroit, ça me fout encore des frissons. Une fois arrivé au village des Glins, on se prend d'une pulsion inspirée par l'émission Nus et culottés. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vais couper ça. Excusez-moi de vous déranger. On fait un voyage avec mon ami. On est tous les deux partis pour plusieurs jours à moto. Oui. Et on s'est lancé un petit défi à savoir est-ce qu'il est possible de dormir chez l'habitant. Ah. Donc je voulais savoir si ça vous dérangerait. Et moi je m'en vais ce soir. Donc Et vous en allez ce soir? je ne peux pas vous inviter Il n'y a parce pas que de je m'en souci. vais à Nice ce soir. Ça marche. Et j'arrosais les fleurs justement parce qu'on... Et vous connaîtriez pas quelqu'un dans le village qui serait prêt à nous héberger? Il n'y a pas beaucoup
Bah je me doute, mais c'est pour ça, c'est tout son charme C'est un justement. petit village de rien du tout. Par contre, où c'est que vous pouvez aller, c'est à Roquestéron. C'est un grand village. D'accord. Là, je suis sûre que vous allez trouver. Ouais, mais un grand village, c'est moins... Y a Ouais. pas ce charme là, vous voyez. Ici, je vois pas qui c'est qui peut vous trouver. Ça marche, c'est pas grave. Voilà, je m'excuse. Hein. Sinon, ça aurait été volontiers. Il n'y a aucun problème, c'est déjà adorable. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'à cela ne tienne, on file jusqu'à Roquestéron et on retente notre chance. En semaine, c'est dur de trouver des gens avec qui discuter. Ouais, bah je me doute, hein, les gens travaillent. Après, non, moi je peux pas vous dire. Non, il n'y a pas de souci. Pire Hein. des cas, vous avez les fines roches à la sortie Ouais. du village. Ouais, le camping. Ouais, c'est super. Vous allez voir, ils font chambre d'hôte et tout. Quoi. Ok. Vous voyez avec Ça eux, marche. hein. Très bien. Un camping, on connaît. Et ça ira très bien. On était loin d'imaginer qu'on tomberait littéralement amoureux du lieu. Réveil au camping associatif des Fines Roches, donc. Et quel réveil! Planqué au bord de l'Estéron, c'est un petit bout de paradis. Les emplacements sont charmants, la rivière accessible à pied, on y mange bien et les hôtes sont adorables. Franchement, que demander de plus? Le lieu dégage une âme rare. On sent que tout a été fait avec le cœur, avec les moyens du bord, sans tricher. Ici, on répare, on récupère, on cultive. Il y a des poules, des chèvres, des gens qui passent, qui aident, qui partagent. C'est un camping, oui, mais surtout un endroit où l'on se sent bien. Un peu comme si le temps s'y était arrêté. Alors, merci Titi, merci Manuela et merci à toute l'équipe. C'est le genre d'endroit qui te réconcilie avec l'humain. La vallée de l'Estéron est vraiment agréable à parcourir. À cette époque de l'année, on n'y croise pas grand monde. Les virages s'enchaînent sans jamais surprendre, en tout cas pas à notre allure. Et on atteint rapidement un charmant village perché, coincé entre deux pitons rocheux. D'ici, on a une très jolie vue sur la vallée du Var. Ce village, c'est la partie haute de Gillette. Et tout en bas, c'est là que nous traverserons la rivière afin de remonter sur les hauteurs de Menton, départ officiel de la RGA. Alors, en route ? Du côté de l'Evins, on passe par un col au nom des plus équivoques, le col. Puis on prend la direction de Sospel, Castillon et enfin Menton. Après ces quelques jours en colline, nous voici maintenant au bord de la mer. mer. Bon bah on y est. La route des Grandes Alpes. Pour certains c'est kilomètre zéro, pour d'autres c'est l'arrivée. Pour nous ça va effectivement être le départ. Direction Thonon-les-Bains et la Haute-Savoie. Par tous les cops possibles et imaginables français des Alpes. Et puis on va kiffer, mais d'ici là, il va falloir aller manger. Et c'est marrant de se dire que là, c'est la mer. Et dans pas longtemps, c'est la montagne. À défaut d'un moule frite, on s'est quand même régalé de spécialités locales avant de se remettre en route. La traversée de Menton, c'est pas vraiment la partie la plus agréable. Il fait chaud, extrêmement chaud, surtout habillés comme nous le sommes. Alors, cher ami en Tesla, par pitié, avance. Sur cette portion, on fait demi-tour puisque nous visons une nouvelle fois Sospel. Mais l'ambiance est différente. On attaque la RGA. Ça y est. Le viaduc du Caramel nous paraît encore plus impressionnant.
les virages plus libérateurs. C'est drôle de se dire que dans peu de temps, on verra des neiges éternelles, des pierriers escarpés, des marmottes. Mais pour le moment, on a un premier col en ligne de mire, le col de Turini. Un énième feu de chantier nous permet de profiter pleinement de la jolie vieille ville de Sospel. Un peu plus loin, devine quoi ? Un nouveau feu de chantier. Je les ai pas comptés, mais on s'en est mangé un paquet lors de ce voyage. Bref, au moins j'ai pu papoter avec le gars en V85 TT. Ça devait faire au moins la 3e fois qu'on se croisait. Il avait l'air très gentil, mais à travers les casques, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. La montée du col de Turini offre déjà un panel de paysages intéressants. Outre les nombreuses épingles, on passe par des gorges avec une vue plongeante, des tunnels étroits, des forêts verdoyantes et pas mal de falaises. Et qu'est-ce que ça grimpe ? En même temps, pas le choix, pour passer de 0 à plus de 1000 mètres d'altitude, pas étonnant que le rallye de Monte-Carlo passe par ici. On finit malgré tout par atteindre le haut. Et regarde qui nous y attend. J'apprends que le motard en V85 TT s'appelle Pierre, qu'il est incroyablement sympa et qu'il habite dans le coin. Parfait. Je suis sûr qu'il a 2 ou 3 astuces pour nous. On a passé plus d'1 heure à discuter de tout et de rien, mais surtout de moto, avec Pierre. Et effectivement, il nous a donné quelques indications pour la suite. Hélas, on ne pourra pas tout prendre en compte par manque de temps, mais comme je dis toujours, ce sera l'occasion de revenir. Cependant, il a mentionné une boucle qui part de là où nous sommes qu'on compte bien suivre. Le Tour de Lotion. Pierre nous a promis une vue à couper le souffle. Parfait. Allons voir ça. Ouais. Toujours laisser une part à l'improvisation, hein ? Mais Rétine approuve. Le Tour de Lotion, c'est un condensé de paysages spectaculaires depuis une route à sens unique. C'est une réserve naturelle et les drones y sont formellement interdits. Alors faudra te contenter de ces prises de vue. Regarde, on y voit là d'où on vient, mais surtout là où on va. La vache, quel spectacle. Si jamais un jour tu passes dans le coin, retiens bien ce nom, Lotion. C'est vraiment un truc à faire. Nous, à regret, on descend dans la vallée du Vésubie, sous une lumière dorée. Et on passera la nuit au camping de Roquebillière. C'est joli le Vésubie. Ça nous offre un réveil quasi printanier, hyper agréable. On a bien dormi. Et ça tombe bien, parce qu'on commence direct dans le vif du sujet. Là, on a calculé, on a 17 épingles rien que dans la première heure. Allez, peut-être 1h30, parce que du coup, le rythme, il n'est pas incroyable. Mais C'est que dans la première heure. Et c'est avant d'attaquer les gorges. Et j'espère qu'on pourra faire de belles images aux gorges. Je ne connaissais pas cette route, mais la M2565 qui passe par Val-de-Blore, c'est quelque chose. Alors quand un Duster rouge nous dépasse, je peux pas m'empêcher de partir à sa poursuite. Ça sera le 2e et dernier roulage dynamique de ce road trip. Une réminiscence de mes plus jeunes années au guidon de ma Street Triple, qui sait. Je me suis mis un point d'honneur à ne couper aucun virage, même avec de la visibilité. La personne au volant du Duster connaît manifestement bien la route. Et si l'allure paraît rapide, vu l'étroitesse de la voie, nous sommes tous deux en contrôle et on ne prend aucun risque. Ni pour nous, ni pour les autres. Comme dit précédemment, ici c'est pas un circuit. Arrivé en bas, on se salue. Au revoir petit Duster, c'était fun. J'attends donc Brice qui en profite pour faire quelques ajustements
et nous remontons en direction de Roubion. Sur le chemin, on croise d'anciennes installations Maginot. La roche se part d'une couleur quasi pourpre et la route devient étroite. Si étroite qu'on est obligé de marquer l'arrêt pour laisser passer un camion. Priorité à ceux qui bossent. C'est rigolo de voir que d'un versant à l'autre, les paysages sont complètement différents. Ici, la végétation est sèche, basse. Pas de la garrigue, mais pas loin. Et là, d'un coup, on se retrouve presque en forêt, avec les premières couleurs d'automne qui pointent le bout de leur nez. Au-dessus, Roubion nous accueille. Ouais, encore un village perché. Et qu'est-ce que tu veux ? J'ai un faible pour les paysages scéniques comme ça. Un peu plus haut, nous passons un nouveau col, la Couillole, qui, au-delà d'avoir un nom puérilement rigolo, semble être un lieu prisé des cyclistes. En témoigne ce subtil indice. Tiens, il est l'heure de faire une entorse à la RGA. Ouais, je te l'ai dit, j'aime pas faire comme tout le monde. Et puis les tenanciers du camping de la veille nous l'avaient vivement conseillé. Alors nous allons faire un petit détour. Direction les gorges du Sian. Si j'ai déjà fait plusieurs fois ses voisines, les gorges de Daluy, c'est la première fois que je pose mes roues dans celle du Sian. Et c'est vrai que, malgré ce foutu raccord central, l'endroit vaut vraiment le coup d'œil. Ça se passe de mots, non ? Cold coffee, my old boots are by the door. Nobody's calling, but I don't mind it anymore. 'Cause I've had enough of the rat race, the city life, the social grace. Burnt out on comfort and so tired of keeping score. À la sortie, on a longé le Var sur quelques kilomètres, jusqu'à trouver un sympathique restaurant. Fallait bien qu'on se rassasie un peu avant de prendre la direction du nord-est, sans quitter le Var. Car oui, tu l'as peut-être deviné, je ne pouvais pas manquer les gorges de Daluy. C'est l'un des endroits que j'avais le plus hâte de montrer à Brice. Je me souviens très bien la première fois que je suis passé ici. Je n'arrivais pas à croire qu'on ait ce genre de paysage en France. Ces pierres d'un rouge vif, ce vertige à chaque passerelle accrochée à la falaise, ces odeurs de thym sauvage. Je crois que c'est l'un de mes endroits préférés de tout l'Hexagone. T'en as pensé quoi, Brice ? Nico me les avait bien vendus, mais sans me spoil quoi que ce soit. Et je comprends pourquoi il a tenu à ce que je découvre par moi-même, et je l'en remercie. Difficile de décrocher son regard du paysage offert par les gorges du Daluy, son relief rougeâtre et ses arbres poussant par-ci, par-là. Je me sens petit, et il m'est difficile de rouler sans me surprendre à laisser mon regard vagabonder, au risque de rapidement devenir un drone sans hélice. Finalement, c'est vraiment le genre d'endroit qui me donne le sourire, et qui me rappelle pourquoi je fais des road trips en moto. Le cumul des sensations de conduite, la déconnexion avec la routine, un soupçon d'aventure et surtout, pouvoir prendre le temps d'admirer ce que les paysages ont à nous offrir. Tiens d'ailleurs, c'est quoi ton spot favori à moto, toi qui me regardes ? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Allez, j'aime tellement cet endroit, je t'en mets une petite louche. On pourra dire que c'était une journée sacrément remplie, car après les 2 gorges, nous voilà partis en direction du premier col qui, selon moi,
possède vraiment cette ambiance d'alpage, de moyenne montagne. Faut dire qu'il pointe à plus de 2300 mètres d'altitude. C'est le col de la Caillole. Et cette ambiance alpine s'en retrouve renforcée à la descente, lorsqu'on croise un troupeau de moutons. Là, il n'y a plus de doute, on est bien dans les Alpes. Chaque année, les montagnes me manquent. Je suis toujours impatient de les retrouver. Ces paysages m'allègent le cœur, et en ce moment, je vais pas te mentir, j'en ai bien besoin. Côté boulot, c'est bancal. Côté mental, ça a vacillé aussi. Comme je le disais au début du road trip, c'est un moment un peu charnière dans ma vie perso. Anxiété, dépression, bref. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais s'il y a bien une chose de sûre, c'est que là, à cet instant précis, tout ça s'est évanoui. Ces sommets, ces rivières, ces vallées, tout ici respire la liberté. Et franchement, ça fait du bien. Just how terribly I needed you. You are no Bon, jusqu'à ce que la route nous rappelle que la liberté, parfois, ça se mérite un peu. Ah la vache, là il y en a beaucoup. Ah bordel hein. Une belle portion de gravillon avant Barcelonnette. Ah bah on confirme, oui. D'ailleurs, je vais t'épargner la traversée de la ville, et on va directement filer au dernier col de la journée, le col de Vars. Que nous avons gravi majoritairement à l'ombre du pic de l'Essina. I hurt myself that night. À son sommet, nous avons fait la rencontre d'un gentil toutou en manque de câlin, ainsi que d'un duo venant d'Abu Dhabi. Rien que ça. Hélas, ils se sont montrés peu loquaces et j'ai pas insisté. He was no one really, just a kid. De l'autre côté du col, nous avons retrouvé le soleil. La descente vers Guillestre a été reposante, et nous avons rapidement trouvé un coin où poser nos tentes. Ce soir, ça sera bivouac, dans un endroit, il faut l'avouer, vraiment pas dégueu. Le tout avec l'aval du paysan du coin. Dîner au frontal face aux dernières lueurs, On a une vue incroyable. puis dodo. Demain, une sacrée journée nous attend. Première étape, sortir du coin bivouac. Regarde-moi ce Brice. Pas stressé du tout, hein. À peine crispé. I've got nothing left, and the moon sings. Petit déjeuner au centre de Guillestre et on attaque direct avec les gorges du Guil. L'endroit est superbe, mais j'avoue qu'on est bien content de retrouver un peu le soleil. À l'ombre, le froid y pique, surtout à cette heure-là. Et puis, surprise. La route qui mène au col de l'Izoard est complètement barrée. Et pas juste barrée façon panneau que l'on peut contourner, hein. Non, non, barricadée, infranchissable, même pour une moto. Du coup, déviation obligatoire. Bon, dans une tournure qu'on n'avait pas vue, il y a un feu de chantier là-bas, sauf qu'il est exprimé en minutes. On est arrivé, il est resté 14. Je me suis dit, chouette, 14 secondes. Non, c'est 14 minutes. Il y a une grosse voie bloquée tout droit, du coup, tout le monde est obligé de passer par là. La voie est étroite, donc ils sont obligés de faire une circulation alternée. Donc on va patienter. Hein. Je vois des motards là-bas qui essaient de passer la voie fermée. À mon avis, ils vont déjanter. Ou on coupe le contact et puis on attend. Pas grand chose d'autre à faire. Hein. Sur la carte, la route en question, c'est un vrai labyrinthe. Brice, en voyant la forme, l'a baptisé la main du diable. Il faut reconnaître qu'avec toutes ces épingles, l'expression est plutôt bien trouvée. On patiente un peu, le temps que la circulation s'organise,
et on en profite pour papoter avec des motards allemands. Très sympa, au passage. And what's your name, guys? Oh, Dietmar. Dietmar? Yeah. And you? Christian. Christian. Okay. And you? Nicolas. Nicolas. Oh. And Brice. Et puis vient notre tour. Ça tourne à gauche, ça tourne à droite, puis encore à gauche. Bon, je vais pas te faire la liste, mais sache qu'en haut, on a droit à une surprise dans la surprise. T'aimes l'off-road, mon gars? La suite de la déviation, c'est Montarossa. On enclenche le mode off-road et let's go! Moi, je me régale. Brice, lui, disons qu'il est plus concentré que joueur. Et visiblement, il n'est pas le seul. Ce couple d'Allemands devant nous non plus n'est pas hyper serein. J'essaie donc de les dépasser tout en douceur, histoire de ne pas les effrayer. Finalement, on arrive au bout, pour enchaîner directement avec la montée du col de l'Izoard. Et là, tiens, une capuche rouge, je la reconnais. C'est l'allemande que j'ai déjà doublée 2 fois. Bon bah, jamais 203, non? Encore une fois, j'essaie de ne pas la surprendre. Mais derrière son conjoint, disons qu'on a bien travaillé l'arrondi de nos pneus. Arrivé au sommet, on attend nos compagnons de route et on papote un peu. Ah, voilà Brice. Et son arrêt signature. Bon, qui n'a jamais fait tomber son trail à l'arrêt, hein? On prend quand même le temps de souffler, de regarder autour. C'est la première fois que je passe ce col, et franchement, je suis pas déçu. Ces pierriers, ces reliefs étranges, il y a un côté lunaire que j'adore. Et dire que ce n'est encore que le matin. C'est un peu difficile de trouver un rythme narratif ici, parce qu'on enchaîne les cols et tous sont quelque chose de magique. Le Lotaré, par exemple, plus urbain, plus fréquenté, en travaux même. Mais il garde son âme, ses glaciers, ses prairies, son côté carte postale. Normalement, je devrais trouver une péripétie pour relancer le récit. Mais franchement, je peux pas zapper le Galibier. C'est trop beau, trop emblématique. Il ne s'est rien passé d'incroyable, non. Mais les images parlent d'elles-mêmes. On ne vit pas d'aventure, on ne prend pas de risques. On est juste 2 potes, les yeux grands ouverts, à s'émerveiller à chaque virage. On est juste 2 potes au milieu des oiseaux. Et toi qui regardes cette vidéo, et qui est encore là, merci, j'espère sincèrement que ces images te font voyager un peu avec nous. Bon, c'est l'heure de manger, non? Bon bah à la descente du Galibier, on s'est envoyé la petite fondue traditionnelle. Voilà. Quand bien même il fait 25 degrés à l'ombre, mais ça, c'est des considérations que l'on ne prend pas en compte. Ce qui est important, c'est la fondue au morille. Elle était comment cette fondue? Elle était bonne. Elle était très bonne. Donc là, on va se remettre en route vers le col du Télégraphe. Et puis profiter de ce soleil qui ne cesse de nous inonder. Tiens, bonjour petite bergeronnette sur le toit. Voilà, vous la verrez sans doute pas avec le grand angle. Mais elle vous dit coucou. Je passerai très vite sur le col du Télégraphe qui, honnêtement, ne soutient pas la comparaison avec les autres. Et pour ne rien arranger, la descente s'est faite derrière un vent à chevaux sur des kilomètres. Le pauvre cycliste à côté de moi, il devait me haïr. Mais j'y pouvais pas grand-chose. On finit par atterrir dans la vallée de la Maurienne. Pas grand-chose à signaler ici. Ah si, 2 vélos qui grillent un feu rouge. Palpitant, hein? Mais au fond de la vallée se cache une toute autre merveille. Rien que la route pour y aller, je la trouve incroyable.
On a l'impression de s'enfoncer vers la fin du monde, les dernières montagnes avant le grand vide. Petit à petit, les parois se rapprochent, comme si elles allaient nous avaler. Et puis, juste quand on croit avoir atteint le bout du bout, un village apparaît, presque un mirage. Bienvenue à Bonneville-sur-Arc. Moins de 200 habitants à l'année, et on comprend pourquoi. En hiver, ça doit être d'un isolement total. Mais là, en cette fin d'été, c'est un pur bijou. D'ailleurs, il fait partie des plus beaux villages de France, et c'est franchement mérité. Cerise sur le gâteau, le village est au pied du plus haut col routier des Alpes, le col de l'Iséran. Non mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi un moment? Ça sert à quoi que je parle par-dessus ça? Qu'est-ce que je pourrais raconter? Qu'est-ce que je pourrais dire qui apporterait une plus-value à un plan comme ça? Là je suis devant la caméra, mais je le gâche ce paysage. Il n'a pas besoin de moi pour exister. Hein. D'ailleurs quand moi j'existerai plus, lui il sera encore là. Puis pour un moment. Et vous savez quoi? Je m'en vais. Je laisse les images parler. Parfois, les mots sont inutiles. Mais laisse-moi quand même te raconter un truc. Il y a environ 8 ans, quand je roulais encore en street triple, j'avais déjà gravi ce col. Pas à fond, mais presque. À l'époque, ce qui m'intéressait, c'était la vitesse, la trajectoire parfaite, les virages propres. Et le seul souvenir que j'avais gardé de l'Iseran, c'était le goudron. Défoncé, irrégulier, désagréable. Aucun souvenir des paysages, aucun souvenir des glaciers. Rien. Juste le bitume. Alors pour moi, l'Iséran c'était un col secondaire, sans grand intérêt. Je ne renie pas qui j'étais, ni ceux qui roulent sport, mais c'est fou comme le regard change. Avec le temps, avec la moto, et même juste avec la manière de voyager. Aujourd'hui, ce paysage devant moi, c'est un kiff absolu. Certains diraient que c'est le pinacle de ce road trip. Et même la descente est magique. Tout en bas, Val d'Isère et la vallée de la Tarentaise nous accueillent. Le lac du Chevril nous offre un dernier panorama avant la suite de l'aventure. Ouais. Disons qu'il y a certains bivouacs ou campings qui sont plus bucoliques que d'autres. Mais bon, ça ne nous a pas empêchés de dormir comme des loirs. D'ailleurs, hier soir, j'ai pu échanger avec Pauline, une super motarde rencontrée lors du stage off-road de rando du Lignon. Le fait est qu'elle bosse aujourd'hui à Bourg-Saint-Maurice et à côté d'un café. Ce qui tombe plutôt bien parce qu'on est à 5 minutes et qu'on a vraiment besoin d'un petit-déj. Du coup, on a pris un café tous les trois et c'était un super moment. Une petite parenthèse hors du temps. Avant de repartir. Direction, le premier col de la journée. Je suis sûr que tu le connais. Le Cormet de Roseland. Sauf que, dans la montée, il m'est arrivé un petit tracas. Bon bah je sais pas trop comment ça va se passer la fin des images de ce road trip parce que... c'est cassé chef. Et que c'était la rotule qui me sert à filmer un peu à gauche, à droite, etc. Donc bon on va voir. Voir ce qu'on peut faire. C'est les aléas du direct. Non, rien de dramatique, juste une fixation qui a rendu l'âme. J'allais pas arrêter de filmer pour si peu, hein. Alors j'ai bricolé un système D et on s'est remis en route. Le Cormet de Roseland, on le connaît bien. On y est déjà passé lors de notre premier road trip dans les Alpes. Alors je t'avoue qu'on s'y est pas trop attardé. D'autant qu'on est samedi et que c'est noir de monde. Et puis aujourd'hui, je pilote mal. Les trajectoires sont brouillonnes, j'anticipe mal, bref, je suis pas dans mon assiette. Du coup,
je préfère me concentrer sur mon pilotage et laisser un peu les GoPros tranquilles. Résultat, j'ai pas grand chose à te montrer jusqu'au saisie. En vrai, c'est clairement pas la meilleure partie du voyage. D'abord, on est déjà passé ici, ensuite, c'est le week-end, donc beaucoup de monde, et surtout, après presque une semaine à rouler dans la Pampa, la succession de villages fait un drôle de contraste. Mais, petit clin d'œil du destin, on a retrouvé le banc où on avait pique-niqué lors de notre tout premier road trip. Et devine quoi ? C'était pile l'heure de déjeuner. Même décor, même ambiance, et même lama. Au moment de repartir, la Tiger de Brice a décidé de faire une petite sieste. « Non papa, encore 5 minutes !» Mais bon, elle a fini par entendre raison et on a pu grimper jusqu'au col des Aravis. Moins fun à rouler, peut-être, mais toujours aussi splendide à regarder. Ces chalets alpins accrochés à flanc de montagne, les pâturages, le ciel qui se dégage. On se croirait sur une carte postale. La Haute-Savoie, c'est vraiment un sacré département. Le Mont Blanc n'est jamais bien loin, les paysages changent tout le temps, et la vue depuis le col de la Colombière vaut largement le détour. C'est joli quand t'arrives au top. La vue en face, c'est pas mal. Une fois la ville de Thiers passée, il ne nous reste plus que 2 étapes notables avant la fin du tracé. La première, le col des Gués, où on est tombé sur une course de tractopelle. Oui. Et la seconde, la route des gorges du Pont du Diable. Pour le coup, cette route, elle est vraiment agréable à rouler. Ça serpente, ça ondule, on longe le joli lac de Joty et son petit barrage. Et comme il fait bien chaud, on s'accorde une petite pause au bord de la rivière pour se rafraîchir. Peut-être aussi parce qu'au fond, on n'a pas trop envie que ça s'arrête. On est bien là, au milieu des montagnes, loin des soucis, loin de la dépression, loin des questions auxquelles on n'a pas envie de répondre. On oublie tout quand on roule. On est concentré sur toi, petite ligne blanche. On te suit où que tu ailles. Mais un panneau finit par nous ramener à la réalité. Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, sa rosace, nos motos. Fin de la route des Alpes. Parti exactement 7 jours plus tôt du Vercors, la mer, le lac Léman, et entre les deux, tout un monde. Ce road trip n'a pas été comme les autres. Bien sûr, chacun est unique, mais celui-là, il a un goût particulier. Peut-être parce que je sais que j'arrive à la fin d'un chapitre. Mi-octobre, je reprends les études, à 36 ans. Pour un changement de vie complet. Et le métier que je vise aura des horaires pas toujours compatibles avec ce genre d'échappée, du moins au début. Mais les vidéos ne s'arrêteront pas. Elles évolueront probablement. Plus de formats courts, plus de récits, plus de moments vrais. Parce que ce que je veux partager, c'est pas seulement la route. C'est ce que la route fait à l'intérieur. Ce qu'elle change, ce qu'elle soigne, ce qu'elle réveille. Alors si tu veux continuer à suivre tout ça, pense à liker, à t'abonner et à rester curieux. Merci d'avoir roulé avec nous et surtout, à bientôt, quelque part sur la route.